Donc, je vais présenter brièvement mon sujet, donc consacré à une initiation à la pensée de Balzac, à son œuvre, à ce qu'il peut nous apporter en tant que penseur et écrivain. Donc, Balzac, c'est Honoré de Balzac, c'est le grand romancier réaliste de la première moitié du 19e siècle. Mais rien que ces dates de naissance permettent de baliser de manière, on va dire, presque scolaire, presque voilà, date à date, 1799-1850. Donc c'est quand même des dates particulièrement, voilà, c'est un jubilé, c'est 50 ans d'une période historique entre Napoléon et la Deuxième République. C'est tout un cycle pour l'histoire de France. C'est une période de changement important. C'est le passage de l'ancien régime à, euh, à la société républicaine, libérale, capitaliste. C'est l'affaiblissement de l'aristocratie et de la religion, etc. Donc c'est une période effectivement fondamentale dont Balzac a rendu compte de manière magistrale dans son œuvre. C'est aussi l'époque du romantisme, c'est-à-dire que Balzac est un enfant du romantisme. Il a écrit certaines œuvres plutôt romantiques, donc, comme le Lys dans la vallée, mais en réalité, euh, en réalité, Balzac est un romantique réaliste, c'est-à-dire que c'est pas Chateaubriand, c'est une autre vision du romantisme qui s'exprime par un certain réalisme, c'est-à-dire par une description de la société, une analyse. Donc, pour moi, je pense que un aspect très important de Balzac, qu'il faut comprendre pour bien voir les enjeux de son œuvre, c'est que c'est l'analyse sociale. C'est vraiment un Balzac analytique, c'est le penseur analytique et en même temps le penseur de la synthèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la synthèse de la société, qu'est-ce qui fait le tableau général de la société humaine, euh, des sociétés, des histoires, des pays, et qu'est-ce qui fait en même temps que les individus se rattachent à un groupe, donc l'analyse sociale, quand on découpe la société en classes, en types, en, euh, en groupe, en groupe d'influence, voilà, en coterie, etc. Donc voilà, pour présenter un petit peu le contexte, bon, je vous rappelle pas ce qu'on dit en général à l'école. Balzac, il a commencé son œuvre en gros en 1830 et il la termine en gros en 1848. Donc là, je vous donne les dates de composition, d'écriture des principales œuvres. 1830-1848, autrement dit, la monarchie de Juillet. Donc quand Balzac écrit ses œuvres les plus importantes, c'est la monarchie de Juillet, c'est Louis XVIII, c'est le roi bourgeois, c'est typiquement donc le règne de la transition entre la monarchie et la République bourgeoise, la République bourgeoise capitaliste libérale. Donc voilà, Balzac est typiquement effectivement un auteur qui rend compte de cette transition-là. Alors je vais présenter très rapidement pour donner des repères bien clairs. Pour moi, les deux principales œuvres peut-être qu'on peut présenter de Balzac, c'est Le Père Goriot et Les Illusions perdues. Donc Le Père Goriot, c'est la fameuse, on l'appelle la clé de voûte de l'œuvre de Balzac. Donc la comédie humaine, c'est ce qui rassemble la plupart des romans et des récits, des nouvelles et quelques essais de Balzac, sous un titre donc assez décalé, puisque la comédie humaine, vont appeler un groupe de romans la comédie humaine, c'est quand même assez original, donc c'est fait exprès, puisque c'est fait pour faire référence à Dante, la divine comédie de Dante, la comédie humaine de Balzac, donc une adaptation réaliste, sociale, donc humaine de la divine comédie de Dante, le passage de la religion à la société humaine, donc voilà. Donc le père Goriot raconte la fameuse entrée dans le monde de Rastignac, un jeune aristocrate d'une famille désargentée, sans statut social, avec beaucoup d'ambition mais peu de moyens, qui arrive donc par la petite porte dans Paris, dans un Paris en pleine effervescence bourgeoise, donc du début de la Restauration. Et donc voilà, c'est l'ascension sociale du jeune ambitieux, arriviste, opportuniste, voilà, typique.
donc qui devient un véritable type balsacien, le jeune loup, le jeune chevalier d'industrie euh, qui essaie de parvenir, le futur parvenu. Euh, Ensuite, Illusion perdue. Illusion perdue, donc Balzac compose, je crois que c'est 2 ans après le Père Goriot. C'est un petit peu le même point de départ, puisque c'est Lucien Chardon qui deviendra Lucien de Rubempré. Lucien Chardon est un jeune angoumoisin, c'est-à-dire un jeune originaire d'Angoulême, euh, qui arrive à Paris avec un peu les mêmes ambitions que Rastignac. Alors le roman est en 3 parties. Une première partie sur la vie à la province, donc à Angoulême. Deuxième partie, l'arrivée à Paris. Et troisième partie consacrée à l'ami, au compagnon de Lucien de Rubempré qui est resté à Angoulême et qui va essayer d'inventer une nouvelle forme de papier. Parce qu'à l'époque, à l'époque, le papier était tiré du chiffon, donc du tissu. Et donc David Séchard, le double de Lucien de Rubempré, donc le deuxième héros du roman, est en train d'essayer d'inventer le papier végétal, le papier qui vient donc, le papier qui vient de la fibre végétale et qui donc révolutionnerait l'imprimerie et donc l'industrie de l'époque. Donc vous avez les deux héros, Lucien de Rubempré, le poète, le jeune génie qui va essayer de trouver la gloire à Paris, et David Séchard qui va essayer de construire, d'inventer le papier abakou, le papier végétal à Angoulême, donc le jeune inventeur et le jeune génie. Et ils vont tous les deux évidemment totalement rater leur entrée dans le monde, enfin totalement, plus ou moins totalement. Ils vont constituer typiquement ces jeunes héros balsaciens qui ont de grandes idées, de grandes ambitions, qui symbolisent vraiment le désir de réussir, l'inventivité, la créativité, et qui, quand elles se confrontent à la réalité de la société, la réalité de l'argent, la réalité du capitalisme, se heurtent à un mur et vivent une véritable chute, une véritable déchéance. À ce propos justement, Lukács, dont parle souvent Soral, et c'est beaucoup basé sur Illusion perdue, et j'avais l'idée tout simplement de vous citer, de vous retransmettre ce que dit Soral justement à propos de Illusion perdue et de Lukács. Donc petite retransmission de moins d'une minute. Lukács parle très bien de ça quand il dit qu'après Balzac, et déjà quand on passe de Balzac à Flaubert, il y a un travail du style qui devient un dessèchement et quelque chose qui commence à se scléroser dans la question bourgeoise. Et Lukács explique très bien comment, notamment Salammbô de Flaubert, est infiniment inférieur sur le plan de la conscience au travail notamment de Balzac dans son livre majeur qui est Illusion perdue. Parce que justement, Flaubert commence à tomber dans le piège du style. Et c'est vrai que je le reconnais, Flaubert écrit bien mieux que Balzac. Et moi, je peux démontrer, ça ne sera pas le sujet de la conférence, que Balzac, c'est bien plus fort et profond que Flaubert. Voilà. Et surtout que tout Flaubert est déjà dans Balzac. Voilà. Bon, ça, c'est petit aparté. Et après, l'autre cas. Donc voilà, petit intermède avec la citation de Soral. Ah, je vois que Laurent James est venu, donc bonjour Laurent James. Donc je continue à parler de Balzac à partir de ça. Donc Lukács, dont parle Soral justement, c'est la lecture marxiste de Balzac, c'est-à-dire que Balzac aurait le premier, en même temps et juste avant Marx, inventé le conflit de classe. La réalité du capitalisme, donc qui capitalise les capacités humaines pour les traduire en argent, en rapport économique, donc qui réifie, qui objecte, qui chosifie, qui réifie donc la force humaine. Donc, par exemple, Lucien de Rubempré, le jeune génie poète qui va à Paris pour s'accomplir dans la gloire littéraire, se confronterait à la réalité du capitalisme parisien où il s'agit de vendre le plus possible de livres. Il s'agit d'entrer dans des relations journalistiques totalement corrompues
dans des milieux, voilà, dans des milieux qui s'affrontent au niveau politique et journalistique. Et donc Lukács, effectivement, montre dans son livre Balzac et le réalisme français que Lucien de Rubempré symboliserait la chosification par le capitalisme du génie, c'est-à-dire de la capacité de la créativité mentale, de la créativité artistique, poétique du jeune Lucien. Donc il symboliserait le passage à une production industrielle de la littérature et même de la pensée, de la créativité humaine dans tous les domaines. Donc effectivement, c'est une lecture très intéressante qui permet de voir que Balzac est un visionnaire. Alors, par rapport à Lukács, je voudrais quand même... bon, je vais essayer de pas être trop long, mais là, c'est quand même des idées intéressantes et je m'arrêterai de toute façon, même si j'ai pas fini. Je continuerai dans une conférence éventuellement. On peut opposer à la lecture marxiste de Balzac la lecture qu'en a faite le nouveau roman et que, effectivement, Soral ne connaît pas, évidemment. Que là, je rentre dans la critique universitaire plus sérieuse, mais j'essaie d'en tirer ce qui est le plus simple et le plus intéressant en même temps. Donc il y a une lecture marxiste de Balzac, mais il y a la critique qui avait, entre autres, le nouveau roman, qui était également des gens de gauche, hein, en gros. Et pour eux, Balzac symbolise quoi? Balzac symbolise la littérature bourgeoise, la littérature qui capitalise justement la réalité en la traduisant dans le roman, dans le genre romanesque. Donc la littérature romanesque réaliste serait une sorte de prise de possession de la réalité par la description, entre autres. C'est-à-dire les fameuses descriptions balzaciennes seraient le type même de l'appropriation bourgeoise de la réalité par les signes, par la littérature. Il s'agirait de capter, de posséder le réel en le représentant par les signes, par les phrases, par le texte, par le roman. Donc effectivement, ça donne une autre vision. On peut essayer de mettre en regard ces diverses lectures, même si effectivement la littérature vise toujours à s'approprier la réalité. Donc le procès que fait le nouveau roman, enfin certains critiques du nouveau roman à Balzac est effectivement très discutable, puisque Balzac effectivement est un auteur qui cherche. Balzac est avant tout un chercheur. Il cherche à travers la composition romanesque à traduire la réalité, la vérité du monde. Donc effectivement, il va chercher à s'approprier le plus possible de types humains, de types sociaux, de types urbains, de types religieux, de toute forme de pensée, les arts, la pensée, la création, la science, etc. Il va se les approprier. Et c'est ça qui va faire toute la grandeur de l'œuvre balzacienne, c'est que c'est un monument de la comédie humaine. Donc effectivement, voilà. Donc pour finir mon introduction, je voudrais pour ma part mettre en valeur la qualité de penseur de Balzac, c'est-à-dire que pour moi Balzac c'est vraiment le type même, le modèle même de l'écrivain penseur. Et également que c'est un grand classique de la modernité. C'est-à-dire que chez Balzac se confronte un grand monument classique qui traduit pourtant l'évolution de la modernité de la société européenne de l'époque. C'est vraiment typique, c'est-à-dire que Balzac est en quelque sorte le plus grand classique moderne, le plus grand classique de la modernité. Alors qu'habituellement, évidemment, on oppose le classique et le moderne. Donc j'avais quatre parties de mon exposé, donc j'ai fini mon introduction, j'avais 4 axes. Mon premier axe, ça aurait été de présenter la vie de Balzac, en le présentant comme un écrivain qui se tue à écrire. La deuxième partie aurait été la présentation de l'œuvre de Balzac, donc présentée comme un monument génial. La troisième partie, les idées de Balzac. Et la quatrième partie, l'influence de Balzac. Mais pas l'influence à partir de ceux qui ont été influencés par Balzac forcément, mais surtout ceux qui ont influencé ses successeurs chez Balzac. Donc, première partie. Mon premier axe, que je vais improviser de manière assez rapide, hein, sur lesquelles on pourra revenir éventuellement si vous avez des questions ou des interrogations là-dessus.
Donc pour moi, Balzac est effectivement le premier écrivain qui se tue à écrire. Et on a aussi surnommé Balzac l'homme-œuvre, c'est-à-dire euh, l'homme qui devient une œuvre. C'est-à-dire que Balzac a tellement composé, il a vraiment composé, c'est-à-dire qu'il a écrit, il a rédigé, et ensuite il a organisé ses œuvres pour en faire, il a fait des groupes, hein, il a fait donc études philosophiques, scènes de la vie parisienne, études de mœurs, scènes de la vie de province, etc., scènes de la vie de campagne, etc., de la vie militaire et de la vie de campagne. Donc il a fait des groupes, puis des sous-groupes, puis voilà, il a composé ses comédies humaines comme un gros monument, j'en parlerai en deuxième partie. Mais effectivement, Balzac, c'est celui qui, effectivement, il meurt à 50 ans, et en fait, il s'est tué à écrire. C'est-à-dire qu'il a écrit, écrit, écrit. Tantôt, c'était par génie et par inspiration, par plaisir. Tantôt, c'était quand même beaucoup par obligation, par volonté de terminer ce qu'il avait fait. Il a quand même commencé beaucoup d'œuvres qu'il n'a pas terminées. Il y a beaucoup de fragments d'œuvres inachevées et fragmentaire. Et surtout, une chose importante, c'est que Balzac, à l'époque, quand on éditait des livres, même aujourd'hui je pense, quand on éditait des livres, il fallait donc envoyer son manuscrit. Ensuite, l'éditeur, il faisait une épreuve, c'est-à-dire il faisait une première impression de l'œuvre et il renvoyait à l'auteur qui devait la corriger, qui devait éventuellement faire des ajouts, des petites corrections, vérifier que tout correspond à son œuvre, et ensuite seulement on commençait à imprimer une première édition. Donc là je vous schématise, hein, je ne suis pas spécialiste de l'édition, mais c'est comme ça que ça se passait. Donc l'auteur, il devait relire entièrement son œuvre, pour vérifier le moindre virgule, le moindre accent, etc. Donc tous les petits défauts d'impression. Et donc vous imaginez l'œuvre de Balzac, il a écrit à peu près 137 œuvres, dont 90 sont intégrés à la comédie humaine et peuvent être considérés comme des œuvres plus ou moins terminées. Donc en gros une centaine. Donc vous imaginez qu'il les a écrits, qu'il les a relus en tant que manuscrits et qu'il les a relus encore sous épreuve. Donc en fait, relire les épreuves, c'est ça entre autres qui l'a tué. Puisqu'il devait passer des nuits entières à se relire, voilà. Donc, voilà pour justifier mon expression du premier écrivain qui se tue à écrire. Alors, bon, rapidement, il y a trois parties dans la vie de Balzac: sa jeunesse, sa formation, ses premières œuvres. Les années 1830 jusqu'à 1840, donc décennie 1830-1840, et de 1840 jusqu'à sa mort. Donc, Balzac, il est né dans une famille de bourgeoisie petite moyenne. Son père était un franc-maçon qui a vécu 80 ans, qui était quelqu'un de cultivé, de voltairien, donc plutôt de la bourgeoisie, voilà, la bonne bourgeoisie française voltairienne, donc influencée par les idées de la Révolution, enfin les idées de Voltaire en tout cas, les idées réformistes, libérales, mais en même temps qui cherchent à s'accomplir au niveau culturel, quoi. Balzac commence par faire plusieurs sortes d'études, et notamment des études de droit. Le jeune Balzac, donc quand il a 15 ans, 16 ans, au lycée, il n'est pas quelqu'un, c'est pas un élève surdoué, hein, il a quelques petits succès, mais ce n'est pas un génie. Certains ont même dit que c'était un mauvais élève, mais bon, globalement c'était un élève moyen qui a eu quelques petits succès. À l'époque, vous avez par exemple des prix de composition latine, des prix de rédaction, ce genre de choses-là, donc il y en a eu quelques-unes, donc il n'était pas mauvais, mais il était moyen, quoi. Il sort du lycée, effectivement, ensuite, et il fait des études de droit, il va faire des stages dans des études notariales, donc il va être, une des formations importantes, ça va être des formations en droit. Il va peut-être aussi aller dans quelques cours de philosophie, mais ça sera tout le reste de sa formation va être plutôt autodidacte, hein. Il va lire des livres pour s'inspirer. Donc après avoir terminé le lycée et quelques études de droit, il va décider qu'il va se lancer dans la carrière littéraire. Donc c'est typiquement le jeune auteur, donc on est en 1819.
Il a 20 ans, il a 18-20 ans, 1819-1820. Il va écrire une pièce de théâtre, Cromwell, en s'enfermant dans sa chambre à Paris. Voilà, c'est typiquement le jeune écrivain qui s'enferme dans une chambre de bonne à Paris pour écrire une grande tragédie, puisque à l'époque, il faut, à l'époque, pour s'accomplir socialement, littérairement dans le monde culturel parisien, c'était plutôt les pièces de théâtre. Euh, C'était plutôt les pièces de théâtre. Et donc, c'est notamment les tragédies. Donc, il fallait faire une grande tragédie. Donc, on reste dans le modèle, en fait, depuis le XVIIe siècle. On reste, le monde parisien en tout cas, reste dans la fascination pour Corneille, Racine. Tout au long du XVIIIe siècle, on rappelle que quand même Voltaire aussi est un grand écrivain de tragédies, de pièces de théâtre en vers, qui ne sont pas connus, mais qui à l'époque étaient très importants pour être reconnus, hein. Et donc jusqu'au début du XIXe siècle, il y a les écrivains doivent faire une grande œuvre classique qui soit une tragédie. Et donc Balzac s'enferme pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, pour écrire sa tragédie Cromwell. Ensuite, il l'a fait lire à ses amis, à sa famille, et c'est le flop complet, c'est le gros bide. Donc c'est vraiment voilà, le gros bide de quoi envie de se tirer une balle, de se brûler la cervelle comme on disait à l'époque. Alors il ne va pas se décontenancer, bon, il va abandonner la tragédie classique, la tragédie de forme classique, mais il va écrire des romans. Donc il va se lancer dans des romans, il écrit les fameux romans de jeunesse dont a rendu compte Bardèche dans sa fameuse thèse, Maurice Bardèche, qui a été effectivement un des grands intellectuels du XXe siècle, comme nous le savons, mais qui a été effectivement un spécialiste de Balzac, sur les premières œuvres de Balzac. Sa thèse, c'est Balzac, les romans de jeunesse de Balzac, quelque chose comme ça. Donc il va écrire par exemple Elturne, qu'a effectivement édité Bardèche. Bardèche a été un des premiers éditeurs de ce premier roman de jeunesse écrit par Balzac, Felturne, qui est un roman historique. Donc Balzac se lance dans le roman historique, notamment à la suite d'un écrivain qui est quand même assez connu, c'est Walter Scott, Sir Walter Scott, qui est un écrivain très connu anglais de l'époque, qui lance la grande vogue du roman historique. Donc voilà, c'est la vogue du roman historique dans les années 1810-1820. Mais Balzac, en fait, dans ce Falturne, il va complètement s'emmêler les pinceaux, il va écrire quelque chose de très confus. Donc il a 20 ans, il a 21 ans, 22 ans, c'est encore très confus, il va devoir faire ses premières armes, il a beaucoup de mal. Mais en même temps, on sent que dans son œuvre, il y a quand même du génie qui se met en place, mais il n'arrive pas à les terminer. Il va écrire aussi, je vais citer une autre œuvre de jeunesse, de la première jeunesse, qui s'appelle Sténie, donc Sténie ou les erreurs philosophiques, donc qui est un roman épistolaire, c'est-à-dire que là, il s'essaye au roman par lettres, c'est-à-dire des personnages qui s'envoient des lettres, comme dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, du XVIIIe siècle. Et dans ce roman, il développe le type du jeune personnage, donc l'amant de Sténie, un jeune personnage qui va tomber amoureux de Stéphanie, donc abrégé en Sténie, et qui est un jeune dandy, donc c'est-à-dire un dandy, bon, je vais expliquer par la suite ce que c'est, éventuellement. Un jeune dandy génial, très intelligent, très philosophe, qui a des idées visionnaires sur la philosophie, qui cherche un petit peu à remettre en cause les idées habituelles, donc qui est très spirituel dans tous les sens du terme, etc. Et là encore, c'est un roman inachevé, donc il ne va pas terminer. Alors, suite à ces erreurs et à ces échecs, ces ratages, il va écrire tout un ensemble d'œuvres il va écrire sous pseudonyme et qu'il ne va pas reconnaître par la suite, qu'il va exclure de la comédie humaine. Donc il va écrire Argot le pirate, Le vicaire des Ardennes, Jeanne la Pâle, Van Clore, Le centenaire ou le dernier, ou le Beringel. Donc voilà, je vous cite quelques-unes de ces œuvres. Donc ils sont des œuvres de commande, des romans rocambolesques, des romans industriels, c'est-à-dire qui produisaient pour vivre, pour manger, donc des œuvres alimentaires.
qu'il signe sous pseudonyme, donc, comme le pseudonyme Horace de Saint-Aubin, Lord Rhône, donc, qui est un anagramme d'Honoré. Voilà, donc il va vendre ses œuvres au plus offrant, sous commande, et notamment pour les cabinets de lecture. Donc les cabinets de lecture, c'est une pratique de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, comme les livres étaient encore assez chers, dans les années 1820, les livres étaient assez chers, donc il existait des cabinets, des sortes de cybercafés, mais à l'époque, c'était des livres qui étaient à disposition des gens, donc voilà, ils buvaient un café, ils lisaient le journal, des livres qui étaient à disposition des gens pour un certain prix. Parce que les gens n'avaient pas assez d'argent ou pas assez de place chez eux pour avoir des livres, pour acheter des livres. Donc voilà, il produit des livres pour ces gens-là, donc une écriture de divertissement. À la fin des années 20, il va écrire sa première œuvre. Donc entre 1824 et 1828, il va écrire la physiologie du mariage. Et donc là, ça va être sa première œuvre reconnue qui sera intégrée à la Comédie humaine, et qui est donc dans la vogue des physiologies, et effectivement la vogue des physiologies, comme il y a eu la physiologie du goût du fameux Brillat-Savarin. Donc Brillat-Savarin, ce n'est pas seulement un fromage, c'est aussi un grand écrivain de l'époque, un grand écrivain gastronome, donc des années 1820, 1824, 1825. Je crois que la physiologie du goût, c'est 1825. Et donc Balzac, il reprend cette pensée physiologique, c'est-à-dire faire l'étude d'une réalité sociale plutôt légère. Donc c'est le goût, c'est-à-dire la gastronomie pour Brillat-Savarin, et ce sera le mariage pour Balzac. Donc les relations entre mari et femme, la dot, les contrats de mariage, etc. La relation entre le mari, la femme, les serviteurs, le budget, les sorties, les soirées en ville, les dîners, le théâtre, etc. Dormir, rien que dormir avec sa femme, etc. Donc il développe tout ça. Donc là, c'est le Balzac de la vie privée, le Balzac de la vie intime qui se développe. Il va aussi écrire Les Chouans, donc un des romans très importants. Donc en 1829, il écrit Les Chouans, qui est un roman historique, donc le fameux roman historique de Balzac, le premier roman historique de Balzac, qui raconte donc les chouanneries, c'est-à-dire la révolution, les insurrections royalistes de Vendée et de Bretagne contre la Révolution, donc sous la Révolution dans les années 1790. Donc voilà, ces deux premières œuvres. Donc les années 1830. Dans les années 1830, Balzac il va construire sa comédie humaine. Là, donc, sa vie va être sous le signe de... Ça va vraiment être sinusoïdal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des succès, puis des échecs, puis des succès, puis des échecs. Il va naviguer à vue au niveau financier, il est assez mauvais pour gérer ses affaires, hein, il est très mauvais même. Il va avoir des idées totalement... des idées d'hurluberlu, hein, il va croire par exemple... il va essayer d'acheter des actions, il va essayer de se lancer dans des aventures financières, dans des investissements hasardeux, donc, par exemple des mines d'or en Sardaigne, des mines de Sardaigne où il va investir voilà, 10 000, 20 000 francs, ce qui est énorme à l'époque, et il va totalement les perdre puisque l'entreprise est totalement avortée. Il va avoir des succès littéraires, comme par exemple Eugénie Grandet, donc qui est un roman de très bonne qualité, qui va être reconnu à l'époque, et qui sera d'ailleurs un des romans qui va être un des romans classiques de Balzac à la fin du 19e siècle, quand on va commencer à étudier Balzac dans les écoles, dans les universités, par exemple pour préparer le concours de l'agrégation, qui existait déjà à l'époque, concours qui forme les professeurs. Eh bien, on va mettre Eugénie Grandet au programme dans les années 1880. Donc autrement dit 50 ans après sa mort, donc, ce qui est une sorte de consécration. Donc j'avance un petit peu, il va rencontrer au cours des années 30, donc, Balzac c'est un Balzac qui va être extrêmement mondain, hein. Il va avoir deux facettes, c'est le Balzac mondain, c'est-à-dire il est très reconnu comme un homme d'esprit, physiquement il est très laid, il grossit, il a les dents qui vont se noircir, donc il va devenir assez laid, hein, le fameux Balzac rondouillard, voilà.
mais il va être moitié dandy, moitié écrivain, quoi. Donc il va avoir une figure de quelqu'un d'homme du monde, assez à la mode, puisque la physiologie du mariage dont je parlais tout à l'heure avait eu un petit succès dans le monde parisien, il s'était fait connaître ainsi. Et il va rencontrer notamment, enfin il va recevoir des lettres de fans, et une des lettres de fans, de lectrices et de lecteurs, et notamment il va recevoir des lettres d'une étrangère, qui est apparemment une Ukrainienne, qui s'appelle Evelyne Hanska. Donc Evelyne Hanska, qui est une noble russe ukrainienne, donc à l'époque c'était l'Empire de Russie. Et Evelyne Hanska, progressivement, il va nouer avec elle une correspondance très 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 suivie, des lettres toutes les semaines, tous les mois, presque tous les jours parfois. Donc avec un dialogue très intense, où il va se remettre en question, il va exposer tous ses projets, toutes ses ambitions, tous ses problèmes, il va vraiment se confier à elle. Et donc, en fait, les lettres à l'étrangère, les lettres à Evelyne Hanska vont constituer une part très importante de son œuvre au niveau épistolaire, la correspondance. Et cette fameuse Evelyne Hanska, qui est mariée à Monsieur Hansky, euh, et bien quand Hansky va mourir, Balzac va... il y a une relation amoureuse qui va se nouer entre Hanska et Balzac. Et quand Hansky va mourir, il va vouloir se marier avec elle. Et donc, effectivement, à la fin de sa vie, il a 48 ans, il ne s'est marié avec personne, il n'a eu aucun enfant, mais à 49 ans, effectivement, même 50 ans, je crois, Evelyne Hanska, longtemps d'ailleurs après la mort de Hansky, va accepter de se marier avec lui. Parce qu'elle avait eu l'autorisation de l'empereur, enfin du tsar, il fallait avoir l'autorisation du tsar, mais elle va hésiter très longtemps parce qu'elle est amoureuse de lui, mais quand même, c'est une noble russe, orthodoxe, assez religieuse, mais elle va accepter de se marier finalement. Balzac a 50 ans, elle n'est plus toute jeune, et Balzac va mourir 6 mois après. Donc voilà, c'est quand même un destin assez impressionnant, assez tragique. En 1848, donc 2 ans et demi avant sa mort, Balzac se lance dans des entreprises absolument de plus en plus hasardeuses. Il va faire des placements totalement stériles, des échecs retentissants. Il va aussi il va essayer d'acheter une maison à Paris pour y amener sa femme, justement. Il va vouloir vivre à Paris avec Evelyne Hanska, Ève Hanska, son Ève, c'est-à-dire lui c'est l'Adam et elle c'est son Ève, donc il veut recréer son jardin d'Éden, il va enfin se construire son petit paradis, comme, euh, comme d'ailleurs Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, à la même époque, était un écrivain qui avait eu plein d'argent et s'était aussi construit plein de châteaux, ce genre de choses. Donc Balzac voulait la même chose, et donc il s'était ruiné pour ça. Et finalement, il n'a jamais profité de tout ce qu'il avait, de toutes ses espérances, de son travail là-dessus. En 1848, donc entre 1848 et 1850, il ne va plus rien produire. Donc ces 2 dernières années de sa vie sont assez stériles au niveau littéraire. Donc voilà, pour finir sur sa vie, à sa mort, Victor Hugo, il fait un éloge absolument dithyrambique de Balzac. Il est absolument fasciné par l'œuvre monumentale et géniale de ce grand romancier. D'ailleurs, Balzac, lui, pendant l'œuvre, donc les années de production de Hugo, par contre-coup, va en fait, lui, de son côté, il ne va pas être très, parfois pour les œuvres de Hugo, il ne va pas être très gentil, quoi. Il ne va pas favoriser véritablement Victor Hugo. Il va le critiquer, il va être assez sceptique face à la qualité des productions de Victor Hugo. Donc on voit bien que Hugo est quand même considéré comme aujourd'hui comme le grand écrivain dans tous les genres du 19e siècle. Eh bien, il s'est incliné devant la grandeur de Balzac quand même. Donc voilà, c'est quand même un signe important. Alors je vais quand même m'arrêter là puisque ça fait longtemps que je parle. J'ai trois autres parties, mais bon, je vais quand même. Oh, non, mais je pense que je vais arrêter parce que c'est quand même très long. Même s'il y en a qui me disent de continuer, là, ça fait quand même longtemps. Donc, je vais quand même finir sur une citation de Balzac
Et éventuellement, je ferai d'autres conférences, c'est-à-dire on va essayer de faire un cycle de conférences pas trop longues le dimanche soir, quoi. Donc je vais finir par une citation de Balzac. Euh, alors, c'est une citation de sa théorie de la démarche. Donc, dans ces fameux, il a écrit donc des romans, des nouvelles, mais aussi des essais assez fantaisistes, hein, des essais humoristiques, où il parle par exemple de la démarche, c'est-à-dire de la démarche élégante qu'il fallait avoir à Paris. Et donc il pérore là-dessus de manière pseudo-philosophique, pseudo-humoristique. Et donc il dit notamment: je pensais à la magnificence avec laquelle les aigles déploient leurs ailes, démarche pleine d'audace, lorsque je vis une chèvre jouant en compagnie d'un jeune chat sur le gazon. En dehors du jardin se trouvait un chien qui, désespéré de ne pas faire sa partie, allait, venait, jappait, sautait. De temps à autre, la chèvre et le chat s'arrêtaient pour le regarder par un mouvement plein de commisération. Je pense vraiment que plusieurs bêtes sont chrétiennes pour compenser le nombre de chrétiens qui sont bêtes. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus pour cette fois-ci. Merci à toi si tu as décidé de terminer. Moi j'aurais évidemment pas mal de choses à dire, d'autant que tu as cité la thèse de Bardèche que j'ai lue et que j'ai annotée, et que j'ai enfin dont j'ai les annotations sous les yeux, donc moi j'aurais pas mal de choses à dire. Oui, donc n'hésitez pas. Déjà, merci d'être là et merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas donc à me poser des questions ou à réagir ou à proposer des réflexions sur Balzac. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que j'ai dit? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé pas très significatives, pas très essentielles, pas très, voilà, pas très essentielles, pas très fondamentales? Ou au contraire intrigantes? Alors déjà, oui, je voulais dire à tous nos auditeurs que merci d'être donc d'avoir écouté la conférence. Là, on va passer dans une phase de questions-réponses. Si vous souhaitez ne pas être enregistré, n'hésitez pas à écrire sur le chat vos questions, ou sinon, n'hésitez pas aussi à poser les questions directement à Cocopelli, voilà. En tout cas, ouais, tu avais cité la thèse de Bardèche. La thèse de Bardèche s'appelle Balzac romancier. Est-ce que c'est ça le titre? Et donc, effectivement, Bardèche, son truc, c'est de montrer comment est-ce que Balzac apprend à être romancier. Donc, effectivement, tu as bien dit que les premiers romans ont très très peu de succès et que c'est un apprentissage long et difficile avec des personnages stéréotypés comme Argo le pirate, Van Clore, etc. Donc des personnages stéréotypés qui viennent du binôme, ce qu'on appelait avant le roman gay, roman triste, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le roman gay aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais effectivement, Balzac est très influencé par ça au début, puis qui se cherche, je crois que tu t'es bien réussi à le montrer, puis l'évolution que montre Bardèche aussi vers la question des tableaux et des... Voilà, tu as parlé des études de mœurs, etc. Balzac a écrit par exemple la physiologie du mariage, où il essaie d'analyser, alors je vais peut-être citer rapidement Bardèche, la physiologie donc, c'est-à-dire la physiologie du mariage de Balzac, montre les ruses de l'amant pour s'emparer de la femme et dénombre les moyens de défense du mari. L'un et l'autre sont le commentaire de l'attaque et de la défense dans la vie sociale, l'un et l'autre constituant une stratégie de la vie privée. Donc voilà, je crois que tu as bien montré ça, c'est-à-dire l'analyse de la société et du jeu social. Oui, j'ai pas eu le temps de parler pour la physiologie du mariage, mais bon, déjà, j'ai pas précisé, mais la majorité de l'œuvre de Balzac, je l'ai lue, quoi. Donc, voilà. Et donc, la physiologie du mariage, pour revenir à elle, il parle notamment, j'en ai pas parlé, effectivement, j'ai pas parlé du fameux triangle mari, femme, amant, donc finalement, qui développe à souhait, donc de manière d'ailleurs pas tellement dans ce qui deviendra le boulevard, hein, le théâtre de boulevard, le théâtre, comment ça s'appelle, le vaudeville, voilà. Il ne va pas tellement le développer de cette manière-là, mais il va développer effectivement toute une théorie de la tromperie, une théorie de l'adultère. Il va notamment appeler ça comment il appelle ça se faire minotauriser. Voilà, se faire minotauriser, c'est se faire tromper par sa femme ou son mari. Autrement dit, se faire mettre des cornes. Donc il appelle ça se faire minotauriser. Donc il crée un néologisme, hein. Et moi personnellement ça me rappelle les œuvres de Picasso où on voit un minotaure.
donc les fameux Minotaures de Picasso. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Picasso s'est peut-être inspiré de Balzac, c'est-à-dire que le Minotaure, c'est le danger sexuel, la séduction, la pulsion de séduction sexuelle qui vient bouleverser les jeux habituels des ordres sociaux, des règles du mariage, de la fidélité, etc. Voilà, donc ça c'était bien en tout cas ce que tu as dit sur ces thèmes-là, même si bon, je sais bien qu'on peut pas parler de tout, hein, sachant que vu l'étendue de l'œuvre de Balzac, que tu as d'ailleurs lu comme tu le disais en majorité, donc c'est très bien, donc tu en as lu plus que moi. Mais en tout cas, donc tu as bien montré aussi l'existence des romans historiques, Walter Scott, donc l'influence de Walter Scott qui était très à la mode dans les années 1830. Voilà, les Chouans, donc roman historique sur les Chouans, l'influence aussi d'Anne Radcliffe, enfin, sur le littérature fantastique, donc confins entre Walter Scott et Anne Radcliffe pour créer des ambiances très particulières dans les Chouans. Donc ça c'est très bien aussi, tu l'as bien dit. Alors donc c'est ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as réussi à montrer le fait, bon il y a évidemment les œuvres les plus connues, bon le Colonel Chabert, les Illusions perdues, le Père Goriot évidemment. Comment dire, le médecin de campagne, quand même, Eugénie Grandet, t'as parlé de tout ça, peut-être pas du médecin de campagne, je crois. Mais bon, et donc à côté de ça, t'as montré qu'il y avait une œuvre gigantesque et polymorphe et variée, quoi. Donc ça, j'ai apprécié. Moi, j'ai une question pour toi, Cocopelli. Donc, tu as dit que Balzac, c'était quand même quelqu'un qui a vécu entre guillemets, dans la bourgeoisie. Quel élément l'a le plus influencé pour la rédaction de ses plus grandes œuvres? S'il y avait un élément, ce serait quoi? C'est-à-dire, euh, Balzac, donc, une des qualités les plus importantes pour comprendre Balzac, c'est que c'est un observateur de la vie sociale, c'est-à-dire que on a très vite reconnu à Balzac son génie de l'observation. Mais ensuite, il faudrait que tu précises un petit peu ta question. Bah, étant donné que j'ai pas lu les œuvres de Balzac, hein, je vais être honnête. Je voulais savoir, est-ce que dans ses œuvres tu retrouves toutes ces observations ou est-ce que il a été inspiré par d'autres bah voilà, par d'autres romanciers, il a fait un mélange entre ce qu'il a vu et ce qu'il a lu, quoi. Alors, non, oui, il y a les influences de Balzac, c'est-à-dire les influences de Balzac, bon, bah, c'est diverses choses. Donc, on a vu les romans historiques, donc c'est-à-dire pour lui, le roman doit aussi rendre compte de l'histoire. Il doit explorer. Il doit explorer un petit peu les secrets, par exemple les secrets de la Révolution, les secrets de la transition entre la Révolution et l'Empire, puis les secrets de la transition entre l'Empire et la Restauration, avec les bannements. Certains, évidemment, entre chaque changement de régime, vont être bannis, donc il dévoile un petit peu les secrets de comment ça fonctionnait, mais pas il invoque très peu les personnages historiques réels. Par exemple, bon, Talleyrand, des choses comme ça, il les évoque très très peu. Les personnages historiques, en fait, vont être assez rares. Les personnages historiques réels vont être assez rares dans ses romans, mais il va plutôt traduire un mécanisme d'époque. C'est-à-dire comment fonctionnait la chouannerie, comment fonctionnaient les insurrections sous Napoléon, les insurrections légitimistes pour renverser Napoléon. Ensuite, comment les napoléoniens, les bonapartistes vont essayer de survivre sous la Restauration, etc., etc. Il va même parler des communistes. D'ailleurs, dans une de ses œuvres qui n'est pas très connue, qui s'appelle Les comédiens sans le savoir, on va rencontrer un socialiste, un communiste, qui fait quand même assez bizarre, puisqu'en plus il le dépeint de manière assez caricaturale et satirique, comme c'est un coiffeur. Déjà, c'est un coiffeur. Et on retrouve déjà le communiste, quoi, le communiste tel qu'on va le trouver 100 ans après, quoi. Le, coiff- le petit artisan, le petit commerçant qui a des opinions communistes comme ça, une vision de la société qui veut renverser les riches, qui veut renverser les bourgeois, qui veut voilà, que l'argent, qui veut renverser les pouvoirs d'argent, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est assez marrant quand j'ai lu ça. Sinon, ces autres inspirations, c'est aussi la mystique. Mais ça, c'est vraiment très spécifique, voilà, c'est très spécial et c'est en général très méconnu.
c'est que Balzac va être fasciné par les écrivains mystiques. Donc les écrivains illuministes, les écrivains martinistes, donc la fameuse lubie, enfin la fameuse lubie de Valentin, notre ami Valentin, euh, qui et donc Balzac va effectivement être influencé de manière plus ou moins indirecte par l'illuminisme mystique. Donc autrement dit, la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie spiritualiste et illuministe de l'époque. Mais apparemment, Balzac n'était pas franc-maçon par contre. Il n'était pas dans une société secrète, une société occulte, etc. D'accord, très bien. Et quelle était sa vision politique, justement? Est-ce qu'il en avait une vision ou pas? Ah bah oui, ça c'est oui, c'est une autre question très importante qui mériterait de long développement, mais globalement, au niveau politique, il est légitimiste. C'est-à-dire, si on veut schématiser à l'extrême, globalement, il est fan de l'ancienne aristocratie, c'est-à-dire il est admiratif de l'ordre aristocratique, de la pompe, et aussi de cette aristocratie du XVIIIe siècle, qui est très fine, très élégante, qui est à la pointe de la culture spirituelle, de la discussion de salon, du bon esprit, du bel esprit, mais il est aussi fasciné par l'aristocratie des pairs de France qui savent prendre en main les grands enjeux du pays. Il est aussi fasciné par ces quelques personnages qui, euh, qui pour lui symbolisent l'aristocratie d'hommes d'État, quoi, l'aristocratie des hommes d'État. Donc les grands pairs de France, les grands ministres aristocratiques. Et justement, si je lis, moi, un de ses livres ou son œuvre, est-ce qu'il y a un sens, on va dire, politique dans ses œuvres? C'est-à-dire, est-ce qu'il va transmettre ce message-là ou est-ce que il va faire un mélange, comme tu as dit, de ses romans historiques avec sa mystique, un petit peu de vision, voilà. Qu'est-ce que je retiendrai de ses œuvres? Ah bah, au niveau du dosage, c'est très variable. Effectivement, il y a des œuvres qui sont plutôt humoristiques, des œuvres qui sont plutôt sociologiques, des œuvres plutôt comiques, des œuvres plutôt mystiques. Il a aussi écrit, par exemple, il a écrit les contes drôlatiques, c'est-à-dire en parallèle, donc, il a écrit les deux œuvres qu'il a reconnues comme comme faisant partie de ses grandes œuvres qui doivent être laissées à sa gloire, c'est la comédie humaine, donc l'ensemble, la comédie humaine, donc son corpus, si vous voulez, le corpus des œuvres qu'il a choisies et enregistrées comme étant à sa gloire, plus les contes drôlatiques. Les contes drôlatiques, c'est 100 contes écrits soi-disant dans la langue de Rabelais et qui sont effectivement drôlatiques, c'est-à-dire qui racontent au Moyen-Âge et à la Renaissance, en gros des histoires grivoises, des histoires reprises par les fabliaux médiévaux, reprises des fabliaux médiévaux, des histoires de maris trompés, de femmes volages, etc. Voilà. Donc il a effectivement, dans son œuvre, il parcourt tout un ensemble de genres très différents et ça dépend en fait des œuvres que tu vas lire. Si tu lis le Père Goriot, bah, ce que j'ai dit sur l'accomplissement d'un jeune ambitieux, une famille aristocratique désargentée qui va essayer de réussir dans la société parisienne capitaliste de l'époque. Et si tu lis Le Lys dans la vallée, ça va être une histoire d'amour tragique avec une femme qui dépérit parce qu'elle refuse de tromper son mari alors qu'elle est prise d'une passion absolument une passion extraordinaire pour un jeune homme, euh, alors qu'elle est jeune, qu'elle est plus jeune que son mari évidemment, mais comme par fidélité, par conception mystique de sa fidélité à son mari, elle va refuser de le tromper et donc elle va rester fidèle. Et en fait, à la fin du livre, où je raconte la fin, mais tant pis, à la fin du Lys dans la vallée, tu la vois, en fait, donc le jeune homme revient voir cette femme longtemps après l'avoir quittée. Le jeune homme, effectivement, il se rend compte que cette femme était absolument totalement folle de lui, voilà, folle amoureuse, passionnée de lui,
et elle va complètement péter les plombs, c'est-à-dire elle a tellement supporté pendant toute sa vie, elle a élevé 2 enfants, comme une mère modèle, donc c'est vraiment la mère modèle qui s'est dévouée à son mari et à ses enfants, alors que son mari est un personnage acariâtre, assez méchant, assez bête, assez stupide, assez borné. À la fin de sa vie, elle va complètement péter les plombs, et Balzac décrit ce pétage de plomb total. Et elle va comme exploser, quoi. C'est-à-dire, elle va raconter n'importe quoi, et puis elle va mourir. Donc voilà, elle explose par passion contenue, quoi. Elle va imploser à cause de la passion. Et donc c'est un de ces romans où il combine le romantisme de la passion amoureuse et la mystique. La mystique, c'est-à-dire cette femme, effectivement, a résisté à la passion par respect religieux à une sorte de mystique. Et je vais finir après, c'est ma dernière question. Justement, au niveau des femmes, est-ce que les femmes de sa vie ont une influence sur sa manière, pardon, sur sa manière, voilà, sur sa vision du monde, sur ses livres, sur lui-même, voilà, comment elles ont pu l'influencer? Alors effectivement, Balzac il a connu beaucoup de femmes. Donc déjà il y a sa sœur qui s'appelle Laure Surville. Il y a aussi, en fait, il y a beaucoup de femmes qui vont s'appeler Laure, assez bizarrement. Donc Laure Surville, c'est sa sœur, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Laure de Berny, donc ça va être des femmes du monde, donc des petites enfin des bourgeoises de salon, c'est-à-dire qui tiennent salon, des bourgeoises assez bien connues, voilà, qui ont un statut culturel, un statut social à Paris assez influent. Ça va être les milieux légitimistes, donc les milieux, c'est-à-dire qui veulent le maintien ou le rétablissement des Bourbons, avec une petite aristocratie de la société. Donc par exemple la duchesse de Castries. Donc Balzac va fréquenter ces milieux-là. Effectivement, va être influencé par ces femmes très mondaines, très fines, très intelligentes, à qui il va proposer ses propres idées. Il va s'inspirer beaucoup de ces relations mondaines, et de ces discussions dans les boudoirs où ils vont remettre en cause la société, où ils vont observer les caractères, les types sociaux, les dandys, les parvenus, les bourgeois, les petits bourgeois, les grands bourgeois, les opportunistes, les hypocrites, etc. Donc il va beaucoup parler avec les femmes de ce genre de choses-là et ça va l'inspirer pour ses œuvres. Bon, voilà, puisque personne n'a de... Sinon, au niveau politique, pour préciser mon idée, en fait, Balzac est au début, il est ce qu'on appelle le juste milieu, c'est-à-dire, à l'époque, c'est-à-dire le milieu politique, bourgeois, conservateur, en gros. Il est plutôt conservateur. Et en même temps, il est totalement conscient évidemment des injustices et des problèmes de la société. Oui, alors je vais répondre à cette question un peu plus tard. Donc au niveau politique, en fait, il va glisser du conservatisme effectivement au optimisme, puisque lui-même va devenir le mari d'une comtesse russe, hein, donc il va devenir presque noble. Il va être anobli, et d'ailleurs il voulait absolument s'appeler Honoré de Balzac, alors qu'au début c'est Honoré Balzac. Donc il va opérer effectivement un glissement, il va se... Oui, je vais répéter la question. Il va effectivement adhérer aux idées légitimistes. Il va vouloir qu'il y ait effectivement un roi plutôt paternaliste qui... si le Laurent James veut intervenir, posez votre question à l'écrit, à la limite. Voilà, donc Balzac il va adhérer au parti légitimiste sous la monarchie de Juillet, qui est une monarchie bourgeoise, comme je l'ai dit, hein, si vous connaissez plus ou moins à l'époque. Donc, et notamment, il va aussi s'intéresser au milieu carliste. Le milieu carliste, c'est en Espagne à la même époque. Les petits... Ouais, alors voilà. À cette époque-là, en Espagne, il y a la reine Isabelle va essayer de moderniser donc l'Espagne.
et va s'opposer à cette reine espagnole tout un ensemble de milieux conservateurs aristocratiques d'Espagne, qui veulent plutôt conserver une tradition féodale, une tradition ancienne, de l'aristocratie avec des pouvoirs locaux. Tandis que Isabelle veut essayer de centraliser les choses plutôt. Je suis pas spécialiste. Et donc les carlistes, ça va être le mouvement conservateur de l'Espagne de l'époque, et Balzac va aussi se rallier plutôt au carlisme, c'est-à-dire au légitimisme espagnol en gros. Donc effectivement, Balzac est quelqu'un qui est totalement conscient des enjeux sociaux et socialistes et sociologiques de son époque, et en même temps, pour lui, la seule solution, c'est une société plutôt monarchiste, aristocratique et paternaliste. Alors voilà, il y a des questions à l'écrit qu'il faudrait répéter. Peut-on affirmer que Balzac c'est le précurseur de Flaubert? Moi j'aurais une... C'est pas vraiment une question, enfin une orientation sur peut-être un aspect que tu n'as pas développé. Pas beaucoup, c'est la question de la description et en quoi la description reflète, ou la description très très minutieuse des choses. Ça peut être le pot de sel dans la famille Grandet, avec le père Grandet qui est très très autoritaire, et le fait de déplacer le pot de sel, ça donne lieu à toute une description, etc. Donc peut-être que tu pourrais dire un mot de l'art de la description, je sais pas, mais peut-être tu veux répondre d'abord à l'histoire de Flaubert, la comparaison avec Flaubert. Oui, bon, je réponds aux questions, mais en fait, donc, comme je l'ai dit, il reste en fait 3 parties à mon exposé, donc voilà, j'ai des choses à dire ensuite après, mais je peux répondre maintenant à vos questions. Donc peut-on affirmer que Balzac soit le précurseur de Flaubert? Évidemment, évidemment. Comme le disent un certain nombre de gens, il y a déjà tout Flaubert chez Balzac. Par exemple, Félicité dans le fameux Un cœur simple, pas compte, est repris justement de Nanon dans Eugénie Grandet, qui est une servante modèle, absolument une force de la nature. Alors, chez Flaubert, ce n'est plus trop une force de la nature, mais une servante modèle qui vraiment qui nettoie ses casseroles de manière héroïque, elle brille et tout, elle fait tout dans la maison, elle va économiser énormément d'argent en faisant des plats plutôt de bonne qualité avec très peu de moyens, ce genre de choses-là, quoi. Elle nettoie à fond, enfin, elle est la servante modèle. Donc Flaubert a complètement pompé chez Balzac, hein, et même Madame Bovary, donc la fameuse Madame Bovary. Alors Thibaut se coupe, alors il va pas m'entendre s'il se coupe. La fameuse Madame Bovary de Flaubert est complètement pompée de chez Balzac. Hein. Chez Balzac, vous avez notamment Une femme de 30 ans et d'autres romans où il y a aussi Modeste Mignon, un autre roman de Balzac, des romans qui ne sont pas très connus. Hein. Modeste Mignon, Une femme de 30 ans, des romans assez intéressants, d'ailleurs assez plaisants à lire, si ça vous intéresse, que moi je conseille entre autres. Où il y a des femmes qui sont déjà des Bovary. Hein. Et d'ailleurs, on parle de bovarisme par anachronisme à propos de ces héroïnes balzaciennes. Donc, on trouve effectivement la plupart des grandes idées de Flaubert sont déjà chez Balzac. Et c'est pour ça que certains disent que Flaubert est une sorte d'épure de Balzac, en fait. Hein. Flaubert serait une sorte d'épure du génie balzacien, du génie romanesque balzacien. Donc voilà, il est effectivement un précurseur de Flaubert, et Flaubert est une sorte de styliste génial du réalisme, mais dans la simplicité, dans la légèreté, dans la concision du propos, enfin pour moi Flaubert c'est le vide, c'est-à-dire dans Flaubert il y a un vide ontologique, c'est-à-dire chez les personnages de Flaubert, en fait, derrière, vous avez un grand vide, il n'y a rien. Ce sont des personnages creux, vides, il y a du néant derrière, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Tandis que chez Balzac, les personnages ont tous du génie. Ils ont tous une corporéité géniale, ils ont tous une sorte d'esprit. Il y a une vitalité spirituelle de chaque personnage balzacien. Il y a une vie sociale, une vie spirituelle, une vie mentale, une vie morale. Un exemple, Eugénie Grandet par exemple, donc il y a des romans quand même assez connus, un personnage qui m'a fasciné,
Moi, un personnage qui me fascine énormément en ce moment, c'est Louis Lambert, mais c'est un roman vraiment pas très très connu, puis un roman pas très balzacien. Enfin, si vous le lisiez, pour le rattacher aux autres romans connus, ça serait difficile. C'est un personnage, donc c'est un jeune génial, donc il y a beaucoup de jeunes géniaux, de jeunes génies chez Balzac. Un jeune génial, donc il l'écrit en 1832, donc c'est au début de sa comédie humaine, la composition de la comédie humaine. Et c'est effectivement un de ces jeunes génies qui va inventer tout un ensemble de concepts philosophiques. Donc c'est un personnage visionnaire, un grand philosophe, un jeune surdoué, qui va poser les bases de tout un ensemble de sciences, pour Balzac, hein, qui va poser les bases de tout un ensemble de sciences nouvelles, qui va inventer des choses extraordinaires qui vont révolutionner la science, la philosophie, la pensée de l'homme, la pensée spirituelle, la conception de Dieu, etc. Donc ça c'est une des constantes chez Balzac, c'est que ces personnages vont tous être plus ou moins dans une quête spirituelle de l'absolu, de la divinité, de la réussite absolue, de la réussite sociale ou de la réussite spirituelle, de l'accomplissement mystique, plus ou moins mystique ou plus ou moins social. Et ce sont effectivement des personnages qui symbolisent vraiment le désir. Ce sont des personnages qui symbolisent le désir d'accomplissement, le désir d'infini, le désir d'absolu, le désir de bonheur aussi. Ensuite, là, il y avait une question d'Amfortas d'abord. À quoi sert la description, c'est ça? C'était ça ta question, Amfortas? À quoi sert la description chez Balzac? Je sais pas, tu peux faire passer une autre question. D'abord, c'était pour t'orienter sur la question de la description, si tu pouvais en dire un mot enfin, de la finesse de la description chez Balzac. Enfin, ou Axer, oui, si tu veux, oui, c'est ça. Enfin, le rôle de la description et de sa finesse dans le roman de Balzac, évidemment, c'est un sujet, on pourra en faire 1 heure là-dessus, hein. Oui, alors pour être court, puis peut-être que j'y reviendrai dans d'éventuelles d'autres conférences. Donc effectivement, Balzac écrit bien des descriptions, ça c'est incontestable. Euh, Balzac décrit, par exemple, la structure typique du roman balzacien, c'est qu'il commence par des descriptions. Donc il décrit une ville, il décrit des lieux, il décrit les maisons, ensuite il décrit l'intérieur de la maison, puis ensuite il décrit les vêtements, puis ensuite il décrit la personne, et ensuite il va raconter l'histoire du personnage. Donc c'est une méthode scientifique. Et pourquoi il fait ça? Eh bien parce que Balzac, effectivement, est un visionnaire qui voit l'intériorité privée et intime des ressorts moraux dans les choix, dans le parcours personnel des gens, à partir d'un contexte. Donc il voit tout. C'est un visionnaire de la totalité. Donc il est obligé, enfin pour lui, il est incontournable de décrire d'abord toute une ville, puis toute une société, puis les maisons. Par exemple, la description architecturale est très importante chez Balzac dans certains romans. Il va d'abord décrire toutes les maisons, toute la maison et tout l'intérieur, où être les gens parce que pour lui, ça définit les gens, ça définit où ils sont. Donc c'est un écrivain qui pour lui, l'homme n'est pas détaché de la réalité, l'homme est inscrit dans une réalité. Et c'est ça qui est très fort chez Balzac, qui est incontestable, c'est que Balzac, il permet de dépasser le fameux dualisme entre la spiritualité et la matérialité, le matérialisme et le spiritualisme. Quand vous lisez Balzac, vous parvenez à dépasser cette fameuse dualité selon laquelle la matière est distincte de l'esprit, la spiritualité serait distincte de la matérialité, de la réalité concrète, etc. Et voilà. Pour Balzac, les deux sont très importantes. Et c'est ça qui est fondamental chez Balzac, et d'où son importance de la description. La description fonde sa conception de l'humanité, de la vie. Chez Balzac, la description est vivante. Alors je sais qu'aujourd'hui, comme on est dans une lecture, dans un rapport au monde qui est de l'ordre du zapping, de la jouissance assez rapide, ou alors de la bonne formule, on a des romans de la bonne formule, de la simplicité syntaxique, de la simplicité, voilà. Eh bien, Balzac, c'est effectivement, dans beaucoup de ses romans, assez différent. Il va décrire d'abord, effectivement, tout le contexte. Alors, par exemple, dans Le Père Goriot, vous voulez des exemples? Dans Le Père Goriot, donc un de ses romans, encore une fois, très important, un roman central, on va dire, il va décrire la fameuse pension Vauquer.
la pension Vauquer, c'est-à-dire l'hôtel, c'est une pension de l'époque, l'hôtel, où habite Rastignac. Donc il va décrire, voilà, il va décrire les chambres, il va décrire l'affiche de l'entrée, il va décrire la salle à manger, le salon, etc. Après seulement, il va décrire les personnages. Les gens qui habitent dans cette pension, donc le fameux Vautrin, Rastignac, la mère Vauquer, le père Goriot lui-même qui habite dans la pension, etc. Donc on arrive aux personnages à travers le lieu où ils habitent, comme la salle à manger, c'est-à-dire où il va décrire les rondes serviettes, il va décrire les taches crasseuses sur les meubles, qui sont la preuve et en même temps la manifestation concrète que des gens vivent là, quoi. Donc même à travers l'objet qui est mort, qui est inerte, Balzac il parvient à voir, il va voir le personnage vivre. Et c'est ça qui est fondamental chez Balzac. Alors, la question de Thiebaud, ça c'est intéressant car si Flaubert était une espèce de romantique refoulé, Balzac a totalement discrédité cette veine. Donc Flaubert plagieur, oui, mais qui ajoute une valeur à la matière de Balzac. Oui, si on veut, c'est-à-dire qu'avec Flaubert, on va encore plus faire la critique du romantisme, d'un certain romantisme en tout cas. Donc oui, Flaubert va développer effectivement la veine de la critique du romantisme alsacienne. Oui. Alors ensuite, question de Laurent. Donc que je n'ai pas, donc il faut que quelqu'un la pose parce que je ne sais pas où est la question de Laurent. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Bravo pour cette introduction à Balzac. Je suis vraiment désolé pour les erreurs techniques que j'ai pu introduire. Je suis pas du tout habitué à TeamSpeak. Voilà, moi, en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'insister d'une part sur l'aspect visionnaire. Donc ça, c'est très 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 important. C'est-à-dire le fait de pouvoir chez Balzac embrasser l'espace dans une seule page et ensuite de pouvoir se focaliser sur ce qui l'intéresse. Mais il fait ça aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il a également un don de prophétie. Et son don de prophétie, c'est parce que, à mon sens, justement, il s'inscrit totalement sous l'égide du lys et de l'autel, comme il l'a écrit. C'est-à-dire que sa spiritualité, il va la chercher dans une tradition qu'il connaît très 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 bien. Et ce don de prophétie, voilà, je le vois par exemple dans un livre qui est très important pour moi, qui est la monographie de la presse parisienne. Je crois qu'il l'a écrit en 1843. Il décrit tout simplement la presse parisienne, c'est-à-dire en gros les journalistes. Je répète, en 1843, il les classe, il se livre vraiment un travail d'entomologiste précis et absolument hilarant, parce que c'est tout sauf un idéologue, et sa prophétie, il la met au service vraiment d'un humour autant radical que ravageur, hein, quand il vous classe les journalistes parmi, par exemple, le pamphlétaire, le publiciste à portefeuille, l'écrivain monobible, il y a même le jeune critique blond, par exemple, le négateur, etc., etc. Donc là, il y a absolument rien à rajouter. Il sait parfaitement ce que le journaliste, il sait parfaitement ce qu'est le banquier, puisqu'il a beaucoup écrit sur l'argent également, sur le pouvoir de la finance. Ça, c'est des choses qu'il a vues. Il a vu naître la modernité et il a vraiment couché sur le papier, pour moi, hein, de manière tout à fait prophétique, avec un humour extraordinaire. Oui, alors très bonne remarque de Laurent. Alors, la monographie de la presse parisienne, ça fait partie des œuvres que je n'ai pas encore lues. Mais il y a déjà, évidemment, la critique du journalisme et des milieux journalistiques dans les régions perdues. Mais effectivement, Balzac a tout à fait bien vu les enjeux du pouvoir que détenait, du pouvoir d'intermédiaire assez creux, assez vide, assez illégitime du journaliste qui manipule les informations, qui se vend au plus offrant, qui se vend au parti le plus en vogue, qui se vend aux intérêts
les plus importants, les plus vifs, les plus opportunistes. Donc, qui est la prostitution, hein. C'est-à-dire que Balzac est aussi un écrivain de la prostitution de l'être humain. Et d'ailleurs, qu'il appelait la publication, il appelait ça la prostitution de la pensée. La publication d'un ouvrage, il appelait ça la prostitution de la pensée. Et il a aussi écrit, évidemment, des œuvres sur les prostituées, comme Splendeur et misère des courtisanes, son fameux roman la dernière partie de sa vie, de sa production, Splendeur et misère des courtisanes, donc des prostituées. Et effectivement, pour lui, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui se prostituent, hein, qui vendent leur corps, qui vendent leurs pensées, qui se vendent. Tiens, je rebondis sur la question de Laurent. Je voulais savoir, toi, donc Copelli, à l'heure actuelle, quel serait l'impact de Balzac en fait? Parce que tu dis que c'est un visionnaire. Donc là, tu nous décris très bien que il avait découvert en fait le métier du journalisme et tous les mauvais côtés aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres domaines vraiment où on peut retrouver la pensée de Balzac qui reste pertinente, voilà, dans d'autres domaines? Bah, comme l'a dit Laurent, hein, mais non, alors Cocopelli, c'est le chaman des tribus du nord du Mexique et du sud des États-Unis. Donc Cocopelli, voilà, bref, voilà, qui joue de la flûte et qui apprend des choses aux gens. Voilà, je fais une conférence Cocopelli. Et puis il distribue des graines aussi. Donc voilà, je distribue des graines. Alors, le deuxième aspect très important, enfin un des importants, vraiment très visionnaire de Balzac, c'est une des choses que j'ai dites très rapidement peut-être, mais que Laurent James a rappelé, c'est la spéculation, c'est-à-dire l'émergence du capitalisme spéculatif, du personnage du spéculateur. Donc on a dès chez Balzac, et chez Balzac par exemple, il parle, et je crois que c'est un des premiers écrivains à vraiment à rendre compte du spéculateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un spéculateur qui s'enrichit en faisant des investissements stratégiques uniquement pour gagner de l'argent et non pas comme Gobseck. Mais Gobseck, c'est plutôt un usurier, donc c'est une autre pratique quand même. Gobseck n'est pas un spéculateur, hein. C'est plutôt Nucingen. Alors, Rastignac deviendra spéculateur. Il y aura aussi des personnages comme Dutillet, donc le dandy parisien qui spécule et qui se fait de l'argent de manière facile par des manipulations, donc par donc évidemment des délits d'initiés plus ou moins manifestes, en achetant, par exemple, des quartiers de Paris où à l'époque il n'y avait encore aucun bâtiment. Donc ils achetaient des champs, c'est-à-dire à l'époque c'est encore des champs, et ils savent que Paris se développe tellement qu'au bout d'un moment le champ va être acheté pour construire des bâtiments. Donc autrement dit, la valeur foncière va être décuplée. Donc il va expliquer, il va raconter comment des gens achètent, voilà, spéculent sur ces choses-là, ils achètent par avance parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui vont se développer plus ou moins, et donc ils vont spéculer sur ces achats. Et ils vont avancer des fonds, puis retirer leurs fonds, puis réavancer leurs fonds, puis voilà, ils vont jouer. Donc la mobilité de l'argent, la mobilité des investissements stratégiques qui ne se fondent plus sur un projet de développement durable, on pourrait dire, hein, c'est plus un projet de développement durable inscrit dans une tradition, mais c'est uniquement du jeu d'argent, quoi. De l'investissement, des relations, des projets à court terme, des projets entre gens qui se connaissent sous le secret et qui vont effectivement avoir un projet à 3 ou 4 personnes aux dépens d'une entreprise ou aux dépens d'un autre personnage qui lui a une entreprise, un projet à long terme, etc. Comme dans par exemple, Splendeur et Grandeur et décadence. Non, oui, Grandeur et décadence. Grandeur et misère, je ne sais plus. Grandeur et décadence, je crois, de César Birotteau, donc qui est un parfumeur, un vendeur de cosmétiques,
Donc un bon bourgeois honnête, qui est un commerçant de Paris, qui vend donc des cosmétiques de l'époque. Et qui va être ruiné par des spéculateurs. Voilà. Donc si vous voulez un roman sur la spéculation, il y a aussi César Birotteau. Vous avez voilà, alors Gobseck c'est l'usure, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent que dénonce Balzac, mais qui connaît depuis très longtemps. C'est-à-dire l'usure, c'est le prêt à un fort taux de gens qui prêtent de l'argent à partir d'un gage, c'est-à-dire ils veulent un gage, donc ils prennent des bijoux, ils prennent des garanties, et ils font du chantage à des gens qui ont besoin d'argent pour vivre, pour se reflouer, ou alors pour payer des dettes, etc. Donc voilà, il dénonce ce mécanisme de dette, remboursement, chantage, garantie, saisie de la garantie, comment les saisies de garantie parfois sont des garanties tellement exorbitantes que ça détruit les familles, ça détruit les patrimoines, ça détruit les héritages, etc. Donc Balzac effectivement dénonce toute la destruction des sociétés traditionnelles, des biens traditionnels, du travail accumulé par le labeur continu des gens. Donc voilà. Donc je dirais l'aspect visionnaire de Balzac, c'est aussi sur la spéculation, la banque, la bourse. Ah, attends, excuse-moi, Porta, j'ai juste une petite question qui rebondit sur ce que vient de dire voilà, notre conférencier. Voilà, justement, est-ce que Balzac, lui, vu il était un visionnaire et qu'il savait anticiper et qu'il savait comprendre les mécanismes, est-ce qu'il a eu un moment un sursaut, on va dire, de morale, voilà, dans sa condition propre? Est-ce qu'il a évolué dans sa vision, ou est-ce que c'était quelqu'un qui était vraiment très extérieur, qui exposait sa vision du monde, qui anticipait, mais qui vivait bien dans ce monde-là, quoi? Bah, comme je l'ai dit, il vivait pas très bien il a eu des problèmes de dette chronique, donc déjà il vivait pas très bien. Ensuite, au niveau de en fait, dès 1830, ce qui est assez saisissant, c'est que Balzac avait pratiquement tout compris. Il avait tout compris. Euh, C'est-à-dire au niveau du génie, le fameux jeune génie qui ne peut pas s'accomplir dans la vie sociale, dans la vie parisienne, parce que tout le monde est pourri, parce que la société réclame des compromissions absolument avilissantes. Ça, il l'avait compris. Le système, par exemple Gobseck, donc le fameux usurier qui est un génie de l'usure, un génie de la prise sous garantie et du prêt stratégique à des gens. Il sait qu'ils vont rembourser parce qu'il va leur faire des chantages abominables sur les saisies de garantie. En gros, hein. Eh bien, il écrit en 1830, c'est-à-dire il écrit au tout début de sa carrière de la comédie humaine. Euh, donc il a compris, et en fait il ne va faire que développer à travers certains personnages bah oui, il avait vu Madoff, il avait vu tout ça. Il avait vu, hein, ça c'est clair. Euh, donc oui, qu'est-ce qu'il a changé? Non, il a jamais changé. Il n'a jamais changé. Certains ont voulu démontrer que par exemple en 1833 ou entre 32 et 33, avant il était plutôt libéral et il serait devenu monarchiste, mais en fait il a toujours été plus ou moins légitimiste, monarchiste pour une société plutôt traditionnelle, mais avec intelligence. C'est-à-dire pour lui le bon roi ou le bon administrateur, c'est le personnage qui s'inscrit dans une tradition et qui parvient à la rénover avec du génie, mais non pas de manière révolutionnaire, mais avec du génie. Alors, merci. Je voudrais profiter de la présence aussi de Laurent James pour revenir sur une chose que tu as déjà développée, mais je crois que tu n'as pas cité un livre qui est important, moi que j'ai lu il y a plusieurs années, mais là j'ai les notes de Bardèche sous les yeux. C'est à propos de La peau de chagrin, donc roman noir, roman très négatif, puisque donc Raphaël, le personnage principal, se suicide à la fin, etc. Et donc il y a à la fois la pratique de la débauche, la pratique des orgies, notamment un des personnages qui s'appelle Aquilina. Et il y a une phrase intéressante, notamment de Bardèche, que j'aimerais rapidement citer. Donc, elle est tellement dans l'instant à propos d'Aquilina qu'elle aspire à la mort, à la destruction de son être et à l'oubli d'elle-même dans une vie violente, avec autant d'âpreté que le vieillard aspirait à vivre.
Et par ailleurs, donc, il est question d'ésotérisme dans puisqu'on a un spécialiste ici, évidemment, et notamment il est question de spiritisme et de l'influence de Swedenborg que connaissait bien Balzac, et donc, si je me souviens bien, certains personnages pratiquent dans le roman aussi le spiritisme, et voilà. Et puis donc, à la fin, ça se termine par la mort, le suicide de Raphaël, et Bardèche dit à ce propos une phrase que je cite, et puis après je rendrai le micro. Et au dénouement, la mort de Raphaël est aussi la mort de tous les damnés qui ont accepté l'assistance du démon. Dans les deux moments les plus dramatiques de la peau de chagrin, celui où Raphaël voit son destin et où celui-ci se réalise. Voilà. Oui, si je peux me permettre, le passage que vous avez cité qui est extraordinaire, il pourrait tout à fait être inscrit dans les possédés de Dostoïevski, hein, puisque avec, je ne sais pas quand est-ce que cet ouvrage a été écrit, mais probablement 30 ou 40 ans avant les démons, puisque le véritable titre des possédés, c'est les démons. Il décrit cette nouvelle manière de concevoir la vie, donc aussi bien Balzac dans cette phrase que vous avez citée que Dosto dans les démons, cette nouvelle façon de concevoir la vie qui est une façon instantanéiste, disons, qui veut se débarrasser de tout intermédiaire et qui veut embrasser la totalité du vivant en un seul regard. Et ça, c'est quelque chose que très certainement il a senti venir, et c'est normal puisque c'est une des définitions de la modernité, ce nouveau type de désir. Mais moi, je voulais juste revenir quand même encore juste quelques secondes sur son humour. Moi, quand je lis donc aussi bien ces portraits des journalistes qui sont vraiment à hurler de rire, aussi bien que sa physiologie du mariage, où on a des phrases qui sont à la... Vous êtes coupé, hein, Laurent James, là, vous avez un problème de micro qui se coupe, donc vous avez l'option... Oui, excusez-moi. Voilà, j'ai commis une petite erreur. Oui, en fait, je voulais revenir sur la physiologie du mariage, où je pense que c'est le livre probablement le plus humoristique, enfin le plus drôle de Balzac, tout en étant très 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 sérieux, bien sûr. À mon sens, il se place ici, c'est ce que je disais, à la croisée entre Oscar Wilde et Sacha Guitry. Quand il donne le conseil suivant, ne commencez jamais votre première nuit de noces par un viol, parce que ça compromettrait le regard que posera votre femme pendant toute la durée de votre mariage. Bon, ben là, on ne sait pas du tout si c'est drôle ou pas, mais c'est de l'humour en tout cas. C'est peut-être de l'humour pas drôle, mais c'est de l'humour. Et à mon sens, j'ai toujours, moi, vu en fait Balzac très concrètement à la croisée entre, on va dire, Oscar Wilde et Léon Bloy. Parce que Léon Bloy, c'était quelqu'un qui possédait énormément d'humour. Et moi, je trouve que le véritable, non pas disciple, mais continuateur de Balzac, plus que Flaubert, c'est Bloy. Voilà. Oui, alors, chez Blois, on retrouve effectivement là, notamment la critique de la bourgeoisie, du bourgeoisisme, et effectivement une satire. La satire de la bourgeoisie, du pouvoir, de ce pouvoir intermédiaire et donc plein de vides ontologiques, hein, que constitue la classe bourgeoise. Ça, c'est clair. Mais il est vrai qu'au niveau de l'écriture, Flaubert est un grand écrivain qui, au niveau de l'écriture, est plus grand que Léon Bloy, malheureusement. Enfin, c'est comme ça. Mais effectivement, j'ai pas insisté sur l'humour. Enfin, je pense que j'en ai parlé de manière rapide. Balzac est effectivement un écrivain qui est allé dans tous les genres et tous les registres. Il a développé le comique, la comédie. Il a développé le tragique, le dramatique, le satirique, l'humoristique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite différence aussi entre l'humour et la comédie, hein. L'humour, c'est plutôt le trait d'esprit, la distanciation. Alors après, bon, effectivement, on peut le rattacher à la satire ou la blague à l'anglaise, à la britannique, etc. Balzac est d'ailleurs un des auteurs qui a repris un certain nombre de bonnes idées britanniques, on va dire,
par exemple, c'est Balzac qui a contribué à faire entrer dans la langue française le mot confort, qui vient du comfort anglais. Et humour, pareil pour humour, hein. Humour est un mot anglais, humor, qui signifie comique en anglais. Mais c'est vrai que le comique chez Balzac a toujours une vocation soit visionnaire, soit satirique, qui permet de saisir la réalité vraiment négative de certains aspects de la société, ou de certains personnages, de certains types, qui vraiment qui constituent des ennemis. Des ennemis pour Balzac, des ennemis pour le chercheur de vérité, des ennemis pour le défenseur de la vérité et de l'honnêteté, quoi. Voilà. Et il y a même un côté avant-gardiste, vraiment avant-gardiste chez Balzac. J'ai découvert en effet que en 1830, lorsqu'il a publié sa Physiologie du mariage, lorsqu'il est allé chez le typographe pour rendre le texte, un des textes les plus épineux, celui sur donc la religion et la confession, vous savez que pour déjouer la censure donc de l'époque, de la Restauration, il a mis les lettres des mots de son texte dans un désordre, enfin, ou tout du moins il a codé son texte de manière à ce qu'il ne pouvait pas être lu par les yeux de la censure. Donc vous avez moi j'ai le texte sous les yeux là, enfin si vous le lisez, ça ressemble à haute voix à du futurisme. Donc c'est pour déjouer la censure, mais là où encore une fois on retrouve de l'humour dans le fait de vouloir coder un texte pour qu'il ne soit lu que par une élite. Mais en même temps, on retrouve un humour, mais on retrouve aussi ce qui me plaît beaucoup chez Balzac, c'est cette espèce de désir de l'élite. Mais alors, merci pour votre intervention. Ce qui est intéressant chez Balzac, c'est qu'à la fois il y a montré comme ça la perversité, bon, l'ambition, les jeunes loups, comme Rastignac évidemment, qui ont les dents longues, etc. Mais Balzac, comme l'avait raconté Cocopelli, Balzac était évidemment pris dans des problèmes d'argent, ce qui fait qu'il était obligé lui-même de beaucoup écrire pour vendre et pour rembourser la dette, etc. Et qu'il avait rencontré notamment quelqu'un qui a édité ou participé à éditer certains livres, qui était dans le milieu du journalisme, quelqu'un qui était très pervers, qui s'appelle Horace, si je me souviens bien, Horace Resson. Enfin, Resson est en tout cas son nom de famille. C'est Bardèche qui raconte ça évidemment. Et effectivement, lui-même, Balzac était dans cette impureté. Donc, c'est-à-dire qu'il analysait quelque chose d'impur, ce qu'on appelle l'égoïsme mondain. Enfin, du moins d'après Bardèche, c'est comme ça que Bardèche résume la position, on va dire métaphysique ou ontologique, en gros, de l'être humain. C'est-à-dire en distinguant, selon Bardèche, il faudrait dire chez Balzac, il y aurait un égoïsme mondain et un égoïsme essentiel. Donc égoïsme mondain, ce serait cet ego qui serait apte ou qui serait guidé et à même et orienté vers la vie en société, vers la satisfaction de l'argent, un ego plus ou moins influençable et par ailleurs un ego essentiel. Donc d'où vient cet ego essentiel? Là est la question, et effectivement là intervient la tradition mystique, ésotérique, à laquelle s'est intéressé Balzac, hein, semble-t-il, et notamment voilà Swedenborg que j'avais cité très rapidement. Et puisque cet égoïsme essentiel, d'où vient-il? C'est-à-dire d'où vient le tréfonds de notre âme, etc. Et ben, il semble que Balzac soit intéressé et particulièrement été sensible aux théories de Swedenborg, qui parlaient des théories de l'incarnation, voilà, des âmes qui se réincarnent, un petit peu comme chez Allan Kardec aussi, et voilà, la théorie qu'on appelle les anges, enfin qui est traduite par les anges, c'est-à-dire des âmes qui se réincarnent et qui constitueraient peut-être cet égoïsme essentiel qui serait inaltérable. À l'inverse de cet égoïsme mondain profondément influençable, quoi. Alors juste pour préciser, au sujet de la pensée illuministe comme celle de Swedenborg, apparemment, Balzac n'a pas lu dans le texte Swedenborg, mais a lu des condensés. Donc des traductions, adaptations de Swedenborg en français résumé, on va dire. Donc là, c'est le point, on va dire, de critique universitaire. Balzac, effectivement, n'a peut-être pas lu Swedenborg, il a peut-être lu un petit peu Louis-Claude de Saint-Martin. Mais autrement,
Madame Guyon, par contre, il a lu Madame Guyon, hein, donc c'est une écrivaine, un écrivain du début du XVIIIe siècle, je crois, fin XVIIe, début XVIIIe, donc mystique, un mystique illuministe, voilà, la pensée spiritualiste, les mouvements de l'esprit vers Dieu, un petit peu à l'écart de la religion instituée, une sorte de rapport immédiat à la divinité. Donc Balzac, effectivement, est influencé par tout un ensemble effectivement, de mouvements mystiques, mais il n'en maîtrise aucun vraiment, quoi. Simplement, il s'inspire énormément de leurs symboles, de leurs pensées, de leurs idées. Notamment, effectivement, l'idée des anges est totalement fondamentale chez Balzac, hein. Chez Balzac, vous trouvez des anges toutes les 2 pages, quoi. Des choses angéliques, des personnes angéliques. Et ça fait partie des choses qui ont été étudiées par certains critiques balzaciens, mais pas encore tellement. Et enfin, moi, c'est ce que je fais en gros. C'est un des aspects de ma thèse. Mais effectivement, chez Balzac, vous avez une description totalement réaliste et concrète de la société, avec des types, avec des bourgeois typiques, vraiment lourdeaux, etc., avec des descriptions des vêtements, des attitudes, des choix, vraiment des parcours de personnages typiquement bourgeois, opportunistes, assez mesquins, etc. Et en même temps, vous avez des personnages totalement angéliques, c'est-à-dire conçus comme étant l'incarnation d'esprits divins, supérieurs, purs, d'une innocence sublime, qui sont tombés dans la réalité et qui essaient en quelque sorte de s'élever, qui essayent voilà, qui ont touché le fond, qui sont tombés au fond de ce monde sublimaire qu'est la Terre et qui essayent de remonter. Et vraiment, si vous interprétez, enfin c'est une interprétation ésotérique de l'œuvre de Balzac qui est totalement pertinente, et qui n'a pas, enfin moi j'ai pas lu de critique qui le fasse, hein. Chez Balzac vous avez de l'alchimie, vous avez du martinisme, vous avez de la pensée ésotérique, mais moi j'en ai lu très très peu. Mais comme je ne suis pas un ésotériste chevronné, je ne peux pas me lancer là-dedans complètement. Mais vous retrouvez chez Balzac vraiment la pensée de cet ange qui tombe d'une sphère supérieure et qui remonte, qui essaye de remonter vers la sphère dont il est tombé par tous les moyens. Donc soit par l'argent, soit par la réussite sociale, soit par la mystique, soit par la bonté, soit par le dévouement, etc. Et ça, il y a quelques critiques qui l'ont... vous avez par exemple Henri Gautier, qui est un critique important, qui a écrit un livre qui est absolument... pour les gens qui connaissent bien Balzac et qui aiment beaucoup Balzac et qui s'intéressent à ça, Henri Gautier, l'image de l'homme intérieur chez Balzac, je le conseille particulièrement à Laurent James et à Anne Fortas. Vraiment, vous avez là une description assez saisissante et qui va à l'encontre totale de ce qu'on pense du Balzac réaliste bourgeois, quoi. C'est vraiment le Balzac de la mystique angélique. C'est-à-dire, pour Balzac, il y aurait dans chaque homme un ange qui essaye de se libérer d'une gang matérielle, d'une gang de ce monde de la compromission, de ce monde qui s'allie, de ce monde de la corruption, de la souillure, de la chute, de la déchéance, de la décadence, et qui essaye de remonter vers les sphères supérieures par tous les moyens. Et ça, c'est une des entrées de lecture très importantes chez Balzac. Vous cherchez dans le roman quels personnages sont les anges, c'est-à-dire sont les personnages auxquels Balzac accorde une âme angélique qui va essayer de se surélever au-dessus de la saleté du monde, quoi, en gros. Donc si je comprends bien, est-ce qu'il y a des personnages qui partent très mal et qui arrivent à remonter, ou c'est uniquement des personnages qui sont de nature entre guillemets des anges et qui essayent de montrer en fait une autre voie? Parce que si je compare avec un autre romancier, alors qu'il n'a rien à voir à ces eaux-là, les personnages finissent mal. Donc est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est deux types de personnages qui réussissent plus ou moins, ou bien c'est un personnage qui part mal et qui arrive à s'élever par lui-même? En général, les personnages dont je parle, donc les personnages qui ont une âme plus ou moins angélique, vont avoir une destinée tragique. C'est vraiment à travers le tragique que Balzac va leur donner une issue mystique.
Vraiment, on a chez Balzac un mysticisme tragique de tout un ensemble de personnages. Et les personnages qui vont échapper à cette tragédie mystique, ça va être des personnages très soit comiques, soit bouffons, soit humoristiques. Les dandys satiriques, c'est les gens cyniques. Donc les gens qui sont cyniques vont effectivement échapper à cette mystique de... Parce que chez Balzac, en gros, vous avez les abrutis, les gros lourdeaux, vous avez les anges, purs, innocents, et puis vous avez les cyniques, de l'autre côté. Donc les cyniques qui ont tout pris, mais qui ont une âme qui s'est noircie au contact de la réalité, et qui donc ont compris que le monde était du côté du mal, du côté plutôt du vice, du côté de la compromission, voilà, de la stratégie maléfique, un petit peu diabolique, sulfureuse, etc. Et effectivement, en général, les bons perdent et les méchants triomphent. Ça, c'est clair. Et la seule manière dont les gens... Un personnage cynique, vous avez par exemple de Marsay. Donc vous avez de Marsay et vous avez également Maxime de Trailles. Donc ce sont voilà, du Tillet aussi, de Marsay. Voilà, Marsay. Ce sont des dandys, Ronquerolles aussi, voilà, toute la clique, et Rastignac d'une certaine manière. Alors, vous le retrouvez, ce sont des personnages que l'on retrouve dans plusieurs bouquins, puisque une des techniques visionnaires et novatrices de Balzac est de faire revenir des personnages dans plusieurs œuvres. Donc, de Marsay, vous le trouvez dans La fille aux yeux d'or, à moins que non, je crois que je confonds avec Maxime de Trailles. C'est plutôt Maxime de Trailles dans La fille aux yeux d'or, qui est une œuvre assez trash. Donc si vous la lisez, ça vous plaira, c'est du mystère, c'est presque fantastique. Il y a une fin qui est assez trash, qui est assez voilà, glauque, trash, c'est bizarre vraiment. Quand je l'ai lu, ça m'a fait cet effet-là. Ou là, si vous voulez si vous voulez la noirceur, de l'obscurité, vous en trouvez. Si vous voulez du Tillet, c'est dans quel déjà? Je crois que dans La maison du Singen. Et aussi dans du Tillet. Vous le trouvez un peu partout. Hein. Et de Marsay, c'est un des personnages qui va devenir ministre, par exemple. Donc lui, c'est un dandy qui est assez cynique, qui est assez conscient des travers de la société et qui va les manipuler pour réussir. Et qui va devenir ministre, qui va devenir... Dans le monde de Balzac, hein, c'est pas un personnage réel. Je le précise parce que parfois, avec mes élèves, ils comprennent pas toujours si les personnages sont réels ou pas. Donc c'est des personnages fictifs. Et donc de Marsay est typique du personnage type qui, par son cynisme, va réussir socialement à monter jusqu'au plus haut grade de la société. Un personnage angélique, vous en avez plein. Vous avez Lucien de Rubempré, dont j'ai parlé tout à l'heure dans Illusion perdue. C'est typiquement au départ un personnage qui est décrit comme un ange, qui a du génie, qui est innocent, qui est inspiré, c'est-à-dire qu'il est présenté comme un personnage poétique qui est doté d'un don prophétique, angélique. Voilà, donc il y a une inspiration quasi divine, hein, qui taquine la muse, comme on dit. Donc il y a une intimité avec la muse, l'inspiration poétique, et qui, quand il arrive à Paris, il va se prendre une grosse tôle, et qui va finir par se suicider dans Splendeur et misère des courtisanes. Donc si vous voulez suivre Lucien de Rubempré, vous lisez Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes, qui sont 2 romans de 600 pages. Mais là, vous avez tout un cycle. Donc si vous lisez Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes, vous avez un cycle très intéressant qui analyse effectivement la chute d'un ange. Et ce qui est très drôle, hein, puisque c'est un de mes sujets, vous avez un poème de Lamartine qui s'appelle La chute d'un ange. Donc à l'époque, effectivement, la chute de l'ange
c'est quand même un thème par contre qui est romantique, c'est-à-dire que partagent les romantiques comme Lamartine. Et si je peux me permettre pour poursuivre ce que tu dis, simplement citer une phrase de Bardèche à propos de ces personnages cyniques et calculateurs dont tu parlais. Et comme pour Foedora, donc ça c'est un autre personnage cynique, il y aura une postérité de Rastignac, de Marcet, d'Utillet, de Trailles, de Ronquerolles. Tous ces égoïstes élégants et féroces sont des gens qui ont, entre guillemets, jugé la société et imposé silence à leur passion au nom de leur pouvoir. J'ai trouvé ça pas mal. Ah bah oui, spoiler un petit peu, hein. Mais c'est ouais, vraiment, si vous voulez entrer dans le romanesque balsacien, vous pouvez lire Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes. Ça vous fait deux romans qui sont assez bien menés, je dis pas facile à lire, mais assez intéressants à lire, où vous suivez vraiment les personnages. Voilà. Et sinon, effectivement, j'ai pas eu le temps de parler de La peau de chagrin, mais effectivement, personnellement, La peau de chagrin, c'est le premier roman que j'ai lu de Balzac quand j'étais en seconde, donc j'avais 15 ans. J'en ai compris peut-être 10%. Et je l'ai relu récemment et c'est un roman évidemment fondamental. Et il l'a écrit à 30 ans. Il l'a écrit à 29-30 ans et quand vous le lisez, vous avez l'impression que c'est du pur génie, quoi. C'est du pur génie. Il l'a publié en 1831 et effectivement, c'est le premier succès, hein. Par contre, c'est vraiment le premier roman à succès de Balzac, c'est La peau de chagrin 1831. Donc j'ai pas eu le temps d'en parler, mais roman philosophique, fantastique, sur la jouissance, la réussite, le pouvoir, etc. Est-ce que il y a d'autres personnes qui vous souhaiteraient poser des questions ou voilà, donc j'attends. Oui, je sais pas, moi je dirais peut-être encore un truc sur... Alors Bardèche, lui, pour faire son analyse à propos des personnages, avance l'idée de concept type individualisé. Selon lui, Balzac met en scène des personnages qui représentent avant tout une idée et qui sont de ce point de vue-là des types individualisés, des incarnations d'une idée. Et donc les romans de Balzac sont selon Bardèche, des options, des conflits entre ces idées incarnées par des types individualisés qui seraient des personnages. Et effectivement, ces idées peuvent aller du matérialisme, bon, l'égoïsme mondain, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a dit déjà, et puis notamment, voilà, une dimension mystique assez forte chez pas mal de personnages qu'on avait dit, notamment par exemple dans le médecin de campagne. T'en as pas parlé non plus, mais enfin bon, je sais que tu maîtrises tout ça, hein. C'est pas du tout avec le personnage principal qui est le maire d'un petit village et qui en même temps est médecin et qui donc fait le bien autour de lui, etc. Et pourtant n'est pas religieux, donc une sorte entre guillemets saint laïque, comme dit Bardèche. Oui, l'idée des types individualisés, en fait, c'est une expression de Balzac, hein. Balzac, dans une lettre à Madame Hanska en 1834, donc à la personne dont il est amoureux, à son amoureuse, il écrit, en fait, il lui écrit tout son projet de comédie humaine qu'il est en train de constituer, et il va notamment expliquer que dans une partie de son œuvre, c'est-à-dire les études de mœurs, il est parti, peut-être qu'il va revenir. Dans les études de mœurs, il y a des individus typifiés et comment que ce soit le contraire. Et dans les études philosophiques, des types individualisés. Alors attends, j'ai un doute si c'est pas le contraire. Donc en tout cas, dans un des deux, il y a des individus typifiés, c'est-à-dire des individus qui sont ramenés progressivement à un type général, tandis que c'est plutôt dans les études philosophiques qu'il y a effectivement les types individualisés, c'est-à-dire que dans les études philosophiques, c'est-à-dire La peau de chagrin, etc., donc les romans qui ont une vocation plus ou moins philosophique, fantastique et philosophique, eh bien, dans ces romans, Balzac, il va constituer des types, c'est-à-dire des conceptions abstraites d'un personnage ou d'une base d'être vivant, d'être humain, et il va les incarner dans un personnage de manière symbolique, en gros. Voilà, je te remercie pour ta réponse. Bon, je crois que là, il est bientôt 23 heures. Je pense qu'on va clore
la séance. En tout cas, merci Cocopelli pour ta conférence. Merci aussi pour les gens qui sont venus, voilà, d'avoir posé des questions intéressantes. C'était très bien. On va sûrement refaire une. Alors, je sais quand. Ouais, c'était nickel. Donc, on verra. Mais on va en reprogrammer une avec peut-être un peu plus de détails parce que là, on est allé. Voilà, on a fait une introduction générale et puis on a posé des questions un petit peu qui allaient dans tous les sens. Ce qui serait bien, c'est d'en faire une après ensuite sur un élément précis, voilà, que t'as pas assez détaillé et qu'on pourrait étayer ça pendant 1 heure et demie. Pour clore la session, j'aurais juste une question donc de fin. Là, ça fait 1 heure et demie qu'on parle de Balzac. Si toi, tu avais un conseil à nous donner, voilà, justement, pour lire Balzac, et qu'est-ce que ça nous apporterait dans le monde contemporain? Ce serait quoi si tu avais, voilà, deux, trois éléments voilà, qui nous inciteraient à lire et nous diraient que c'est vraiment indispensable pour comprendre notre monde actuel? Pour moi, je dirais euh, la- l'essentiel de Balzac, c'est-à-dire le caractère fondamental de la lecture d'une œuvre de Balzac pour progresser, pour apprendre, pour vraiment s'élever dans la conscience et dans l'intelligence. Oui, déjà c'est lire soit Le Père Goriot, soit Illusion perdue. Ça c'est clair. Ce que j'ai dit en introduction, hein, c'est une œuvre importante. Et Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes éventuellement, si vous voulez un cycle. Euh, pour moi, l'aspect le plus important au départ, en tout cas le premier aspect, c'est que ça déniaise. C'est-à-dire, quand tu lis Illusion perdue, tu ne regardes plus le monde de la même manière. Ou le Père Goriot d'ailleurs. Ça te déniaise complètement. C'est-à-dire, en même temps, tu n'es pas. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont soit blasés, soit complètement naïfs. C'est-à-dire, on est dans deux formes de stupidité. C'est-à-dire, soit blasé de tout parce qu'il connaît rien, puis parce qu'il a vu un peu de tout de manière superficielle, et puis voilà. Et puis parce qu'il a envie de rien connaître. Soit naïf parce que la naïveté ignorante, quoi, la naïveté ignorante qui manque de curiosité. Donc, ces deux attitudes que partagent la plupart des êtres humains, hein, puisque la plupart des êtres humains sont des ignares quand même, ils ignorent la plupart des choses qu'ils devraient connaître. Et donc, si vous lisez du Balzac, notamment Le Père Goriot ou Illusion perdue en tout cas, ça commence à vous déniaiser et à vous faire voir le monde. Vraiment, ça vous fait voir tout le monde en relief, c'est-à-dire dans son relief moral, dans son relief politique, éthique, esthétique, sociologique, etc. Donc pour moi, c'est fondamental et aussi évidemment même spirituel. Très bien, ben écoute, merci pour cette conclusion. En tout cas, voilà, je pense que ça incitera pas mal d'auditeurs à lire donc les livres de Balzac. Donc voilà, on va conclure sur cette note-là. En tout cas, je remercie à tous ceux qui sont venus, voilà, toutes les personnes d'être venues. Pour information, la prochaine conférence aura lieu donc la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est le dimanche 19 et nous aurons comme invité Franck Abed. Voilà, voilà, donc venez nombreux et de toute façon vous recevrez un mail dans la semaine, sûrement demain. Voilà, en tout cas, merci à tous et bonne soirée.